Bienvenue dans ces numéros spéciaux consacrés au discours du chef de l'État devant les élus du peuple. Singulièrement, nous allons décrypter son volet économique avec notre invité du jour. Il est membre du PPRD, il s'appelle Papi Tamba. Bienvenue. Merci, M. Philippe. Bonsoir. Une partie de l'opinion estime que sur le plan social, rien de concret a été prononcé lors de ce beau et long discours. Bon, vous avez bien dit une partie de l'opinion parce que chacun a sa propre lecture. Mais en ce qui me concerne personnellement, sans pour autant critiquer ceux peut-être qui pensent plutôt le contraire, mais nous devons, à un certain moment dans notre pays, mieux définir les concepts de social. Je ne voudrais pas que ça devienne une notion fourre-tout. Le social, c'est quelque chose qui se construit. Et le social reste un idéal que même les États nantis n'arrivent pas à atteindre. Mais c'est à nous de mieux définir qu'est-ce que nous entendons par le social. Maintenant, par rapport à cette définition, nous allons maintenant décortiquer les discours du chef de l'État pour voir si les différents aspects... Mais on entendait à des mesures spécifiques, ciblant par exemple le secteur de la santé, par exemple, et l'éducation et j'en passe. Mais écoutez, nous devons comprendre une chose. Le chef de l'État prononce les discours sur base des recommandations qu'il avait bien récupérées de la part des concertations et en annonçant qu'il va y avoir un comité de suivi pour qu'il y aura un conseiller spécial dans plusieurs matières, notamment aussi pour le suivi des résolutions et des concertations. Pour plus de 650 recommandations qui ont été formulées et regroupées, présentées au chef de l'État, vous devez bien entendu comprendre que le chef de l'État ne va pas venir faire la relecture des recommandations qui lui ont été faites. Les mesures phares annoncées sont des natures à rassurer de ce que toutes ces recommandations que le chef de l'État a fait siennes puissent être appliquées. Donc c'est là que nous devons le comprendre. Lorsque le chef de l'État parle des États généraux de l'agriculture, lorsqu'il parle d'un certain nombre de choses, il n'a rien apporté de nouveau que ce que les délégués aux concertations avaient dit. Le chef de l'État, dans l'humilité, il a recueilli ces différents points de vue par rapport à la confiance aussi que lui-même a essayé de faire à ces différents délégués, pour maintenant en faire, je pourrais dire pratiquement un programme du gouvernement bis. Donc nous devons quand même être logiques et conséquents dans certains propos pour ne pas maintenant commencer à envisager par exemple d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que les chefs de l'État avaient prononcé. Alors, à décortiquant notre problématique du jour, donc le volet économique, où le chef de l'État a reconnu tout de même que l'économie congolaise est extravertie, et puis de l'autre côté, il a annoncé de différentes réformes qui devraient intervenir dans la politique fiscale, et j'en passe. Vous, personnellement, lorsque le chef de l'État reconnaît tout de même que le Congo a une économie extravertie, comment avez-vous aperçu cette déclaration? C'est une évidence, c'est une réalité et il faut une volonté de l'échanger. Et la volonté aujourd'hui existe dans les chefs des Congolais, aussi auprès du chef de l'État qui est parti plus loin, qui est parti jusqu'à parler de la sous-traitance, qui est parti plus loin, c'est-à-dire pour parler même de petits commerces. Ce sont des choses que les délégués aux concertations, surtout spécialement dans la commission dont j'ai fait partie. J'ai fait partie du groupe thématique économie, secteur productif et puis finances publiques. Là, nous avons essayé d'évoquer toutes ces choses-là. Monsieur Katumba, il y a aussi un paradoxe. Il y a un paradoxe qui essaie d'animer aussi notre économie. Et nous devons apporter des réponses par rapport à cela. Une économie doit être au service du peuple. Et une économie doit répondre aux besoins sociaux de la population. C'est quoi s'applique cette économie? Nous parlons de performances économiques dans beaucoup de domaines. Nous parlons de chiffres qui sont très éloquents. Ce sont des choses à encourager. Mais en même temps, le paradoxe serait, ou le paradoxe est qu'au niveau de la redistribution des dividendes, nous sentons que de plus en plus dans la société congolaise, il y a moins de classes moyennes. L'écart continue à se creuser entre ceux qui sont nantis, c'est-à-dire ceux qui sont riches, et ceux qui sont pauvres. Les chiffres au niveau des considérations, je ne dirais pas macroéconomiques, mais microéconomiques, ne changent pas. Donc, à un moment, avec humilité, nous devons essayer de nous poser quelques questions. Vous savez, les grands de ce monde, ils sont arrivés devant des situations où ils se sont posés des questions. C'est en se posant des questions qu'ils ont cherché des réponses.
Et les réponses qu'ils ont cherchées, ça a transformé leur société, ça a transformé leur économie. C'est une notion d'humilité qu'il faut intégrer dans les chefs de l'homme politique congolais. Est-ce n'est-ce pas là une rupture par rapport à tous les efforts économiques réalisés juste là par le gouvernement Matata? Non, il n'y a pas de rupture. Moi, personnellement, je ne parlerai pas en termes de gouvernement Matata. Je pense qu'il faut inscrire le gouvernement Matata dans la dynamique de tous les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 2006 ou même depuis avant. Pourquoi? Parce que on ne peut pas changer l'économie et se vanter de changer l'économie dans un temps aussi court, pratiquement 1 an et demi. Donc ça, il voudrait dire que le gouvernement a trouvé des acquis. Le gouvernement laisse des acquis, parce que nous savons que tout indique, je ne parle pas de la personne du Matata, mais tout indique que nous aurons un gouvernement de cohésion nationale. Ce qui veut dire qu'il y aura une refonte. Nous ne connaissons pas encore l'architecture. Mais nous savons que ce gouvernement qui a bien travaillé laissera des acquis et que ces acquis-là seront exploités par les prochains gouvernements de cohésion nationale, comme aussi le gouvernement Matata a trouvé des acquis de ses prédécesseurs. C'est comme ça qu'il faut concevoir ou bien qu'il faut comprendre les choses. Sinon, nous allons passer à une étape de déification et ce n'est pas bon pour la vie d'une nation. Dans la vie d'une nation, nous devons compter sur les intelligences, nous devons compter sur les volontés de tous les peuples. Mais pour changer même, les choses. justement, je ne peux pas aller à la contre de vos dires parce que c'est prouvé, mais du moins il faut reconnaître aussi, comme qui dirait que l'activité économique est quantifiable, donc mesurable à travers ces enseignements appelés indicateurs économiques. Aujourd'hui, c'est prouvé au niveau de l'échelle universelle que la République démocratique du Congo, l'économie congolaise est classée parmi les 5 économies le plus dynamiques du continent, avec un taux de croissance aussi soutenu, donc où les projections donnent déjà un taux de 8,2 d'ici la fin de cette année en cours, un taux d'inflation inférieur à 1% et la stabilité monétaire. Autant d'acquis réalisés ou bien de prouesses réalisées par le gouvernement Matata. Quels sont aujourd'hui des garde-fous qui ont été, si vous voulez, instaurés pour pouvoir sauvegarder tous ces acquis aussi cités? Écoutez, M. Katumba, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un peu ça le paradoxe. Nous reconnaissons, et je suis le premier à les reconnaître, les prouesses du gouvernement Matata. Les chiffres que vous évoquez ne sont inventés par personne. Par personne. Ces chiffres-là sont des chiffres quantifiables qui sont réels et qui existent. Voilà. Et nous pouvons que les saluer parce que ce sont des chiffres qui sont aux beaux auspices même de notre système politique et économique. Donc je dirais bravo à ces gouvernements. Mais en même temps, en toute humilité, ça ne nous empêche pas de nous poser des questions au niveau de la redistribution des dividendes, au niveau de la perception même de cette économie par la population qui en est les bénéficiaires. C'est tout cela que nous devons parler beaucoup plus de pédagogie. Nous devons beaucoup plus parler de certaines mesures qu'il faut essayer un peu de... nous devons essayer de bousculer. Vous savez, une économie qui produit, c'est une économie qui essaie de prendre de l'ascenseur, mais en même temps qui essaye de créer la classe moyenne. Une économie qui travaille sur la base de... qui essaye de limiter les dépenses, mais qui produit très peu. C'est une économie qui aura des chiffres, ça c'est vrai. Mais c'est une économie au niveau de la redistribution des dividendes qui posera des problèmes. Maintenant, notre problème c'est quoi? C'est d'enrichir les performances qui sont déjà réalisées par le Premier ministre Matata. Et ça, ce n'est pas l'humble et serveur Papi Tamba qui le dit. Le chef de l'État est revenu dans son discours sur ces fonds-là. Et même le chef de l'État l'avait déjà déclaré aussi dans son discours du 15 décembre 2012 sur l'État de la nation. Donc nous devons au moins nous dire une chose, c'est que nous devons être humbles. Moi j'insiste sur la notion de l'humilité. L'humilité, non pas seulement qu'elle précède la gloire, mais elle nous permet aussi de nous remettre en cause à chaque instant. Donc nous avons des performances économiques qui sont salutaires pour notre pays, mais en même temps, nous pourrions bousculer certaines données de manière à ce que nous puissions donner plus de vitalité à cette économie. Aujourd'hui, M. Philippe Katumba, je vous interromps pas, monsieur. Permettez-moi, je vais dire une chose pour conclure cet aspect. Comment pourriez-vous expliquer que nous ayons une économie qui puisse être vantée au niveau des bailleurs de fonds bilatéraux, au niveau du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, mais une économie critiquée par notre population?
C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Cherchons maintenant à renverser ces tendances. Justement, donc, le souci ou bien l'objectif ultime poursuivi lors de ces assises était aussi d'instaurer ou bien de préconiser la cohésion nationale tout en militant contre les inégalités sociales. J'en passe. Alors, M. Papitamba, aujourd'hui, il y a l'absence de la classe moyenne au sein de notre société. Est-ce que cette question avait préoccupé justement les acteurs qui avaient pris part à ces assises que vous êtes? Oui, bien sûr. Bien sûr que cela ne pouvait que préoccuper plus d'un Congolais. Parce qu'une société qui émerge avec une classe moyenne aussi qui émerge aussi, c'est une société qui prospère. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, pour que les Congolais aujourd'hui puissent prospérer, c'est-à-dire sortir de la pauvreté pour tendre vers la classe moyenne, les Congolais ont d'abord besoin de bien définir des besoins vitaux et aussi de pouvoir les combler. Les besoins vitaux, moi j'ai toujours dit qu'on a eu un programme qu'on avait défendu, un programme très merveilleux pendant la campagne présidentielle, sur la révolution de la modernité, où cette question de la classe moyenne a été évoquée. Et l'analyse faite, ou même le diagnostic qui a été fait, c'est qu'on avait au départ ciblé au moins 3 catégories, je pourrais dire des corps des gens. On a parlé des fonctionnaires, que ce soit sur les plans national ou sur les plans provinciaux. On a parlé des agriculteurs et on a aussi parlé des gens qui sont dans l'économie informelle. Pour ceux qui sont dans l'économie informelle, moi je pense que c'est bien beau de dire toujours que 80% de ces genres d'économie, par exemple, c'est-à-dire 80% de notre économie serait une économie informelle et que cela puisse échapper à un certain nombre de choses par rapport à notre pays. Mais on peut maintenant envisager des mesures pour que maintenant, comme dans le cadre de ces programmes que nous avons défendus, pourquoi ne pas, par exemple, créer un système de bancarisation qui puisse vraiment permettre que l'accès au microcrédit. Ça va demander aux gens, avec l'exigence de l'État bien entendu, d'accéder au niveau des microcrédits, mais en même temps de formaliser les activités. Donc l'État sera gagnant et ces gens-là seront gagnants. Au niveau des fonctionnaires, oui, c'est bien. Nous pouvons parler de l'augmentation du salaire. Mais lorsque, je vous interromps pas, toujours dans le même outil, lorsque le président de la République a annoncé que le gouvernement va devoir payer la dette intérieure, aujourd'hui estimée à plus d'1,5 milliard de dollars, c'est aussi un moyen de booster la PME congolaise. Écoutez, la dette intérieure, le chef de l'État l'a ajouté. Il a ajouté un autre terme en disant que le gouvernement doit payer la dette antérieure, mais certifiée. Nous devons reconnaître aussi qu'il y avait une sorte de la bourgeoisie comprador et qui avait installé une mafia dans ces systèmes. Et c'est là que nous devons s'allier, par exemple, le gouvernement Matata, notamment, principalement, le vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, qui ils avaient développé certaines clairvoyances pour savoir dissocier des vraies factures. Pour moi, ce que j'entends par vraie facture, c'est non pas seulement une facture qui puisse avoir toutes les certifications administratives nécessaires, mais c'est une facture qui doit aussi être accompagnée par la livraison et qui puisse pas y avoir aussi toutes les manœuvres de combines, par exemple, que nous connaissions par le passé. Mais je vous interromps pas, le gouvernement Matata, par rapport à cette question, avait proposé la décote de 40%, justement. Donc, si jamais votre dette est de 1 000 $, on va vous proposer dans un premier temps 40% de ce montant. Mais la plupart des créanciers n'avaient pas tout de même approuvé cette politique. Non, ça dit un créancier qui est crédible et qui sait que réellement cet argent est dû par rapport à un service rendu ou par rapport à une livraison qui a été faite, ces créanciers seraient en droit. Parce que le but de toute affaire, c'est quoi? C'est de pouvoir bénéficier, c'est de pouvoir plutôt produire du lucre, c'est de pouvoir produire du bénéfice. On ne va pas, il ne faut pas que nous puissions donner l'image de notre État comme étant un mauvais payeur. On ne doit pas dire que l'État devient un mauvais client. Je pense que dans un État, nous devons être contents de travailler avec l'État. Ça permet à ce que nous puissions conjuguer de part et d'autre, bien entendu, apporter tant soit peu des choses qui peuvent maintenant, après, in fine, produire davantage des résultats auprès de notre population. Donc ça, c'est une mesure par rapport à la réalité de l'époque. C'est-à-dire peut-être qu'il avait estimé que bon, le budget était tel que, les factures étaient telles que, sachant que surtout, quand nous parlons de la dette intérieure, elle ne remonte pas que sous la gouvernance du chef de l'État. La dette intérieure remonte aussi depuis la période des organisations, donc bien de 30 ans, donc, et puis de la manière dont nous savons que le pays a été géré.
sous la Deuxième République, il y a certaines choses qu'il faut savoir et considérer. Donc je ne pourrais jamais dire que le Premier ministre Matata ou son gouvernement en cette matière qu'ils ont fauté. Moi, ce que je vais seulement dire, que nous devons aujourd'hui envisager maintenant à payer la dette intérieure certifiée, comme l'a dit le chef de l'État, de manière à éviter que des gens puissent payer les péchés à la place des autres. C'est ça l'esprit du chef de l'État. Autre préoccupation de la population, toujours en rapport, par rapport à cette problématique, c'est aussi le chômage. Que faire pour pouvoir inverser, si vous voulez, la courbe du chômage en République démocratique du Congo, pendant que la majeure partie de la population congolaise est au chômage? Vous savez, par rapport à la notion de chômage, il faut voir les choses sous des tableaux différents. C'est vrai que le gouvernement doit mettre en place une politique qui doit favoriser l'entrepreneuriat, qui puisse avoir de plus en plus de PME, PMI, de manière à ce que nous puissions résorber les chômages sur notre pays, dans notre pays plutôt. Là, c'est une chose que le gouvernement s'est attelé, et puis en même temps, le gouvernement de la République a pris certaines initiatives dans ce sens-là. Il y a un début de résultats qu'il faut savoir encourager. Et nous ne pouvons que saluer certaines mesures prises par les chefs de l'État, ne serait-ce par exemple en matière de la sous-traitance, ça va encore booster l'emploi dans notre pays. Mais en même temps, le deuxième tableau que nous devons considérer, c'est la perception même du Congolais pour ce qui est du travail. Vous savez, nous avons vécu dans d'autres pays où je peux vous dire que les gens ont certaines notions. Ils ont certaines notions de la valeur travail que je ne trouve pas dans notre pays. Dans notre pays, on est plombier, c'est-à-dire c'est une tâche vile, et on est soumis, par exemple, à toutes les critiques de la société, jusqu'à écouter, par exemple, des propos qui puissent être dégradants. Alors qu'on est plombier en Europe, par exemple en France, non pas seulement qu'on gagne très bien sa vie, mais en même temps, on respecte votre profession. Nous avons maintenant certaines réalités dans notre pays. La réalité dans notre pays, c'est que comme on les trouve partout, il y a ce qu'on appelle des secteurs porteurs. Mais en même temps, il y a aussi des secteurs où on sait que la main-d'œuvre est recommandée et demandée. Le peuple congolais aujourd'hui ne sait pas adapter son besoin du travail par rapport aux réalités du pays. Il y a par exemple une réalité qu'il faut considérer. Je traîne à Kin. Je cherche du boulot que je ne trouve pas. Je n'ai pas un diplôme qualifiant. Mais en revanche, j'ai juste à faire 90 km, je suis à Sonabata, en Congo. Là, je peux cultiver un champ et commencer à m'enrichir progressivement. Mais je ne ferai pas ce choix-là parce que je vais considérer que je deviendrai mbokatier, je vais considérer que je vais devenir la taille sera ville. Et là, ça pose certains problèmes. Ces problèmes que nous trouvons au niveau des grandes villes. Donc nous devons aujourd'hui essayer de réfléchir, comme l'a dit le chef de l'État, nous devons créer une nouvelle société. Une nouvelle société congolaise. Créer une nouvelle société congolaise exige de notre part aussi un changement en profondeur de notre comportement, de notre mentalité. Voilà, mais M. Papitamba, égard à vos dires, vous avez aussi énuméré un secteur très important. Vous avez fait allusion au secteur porteur. Ici, ça me pousse directement à se référer au secteur minier. C'est ce qu'on peut qualifier même le charnière de notre économie. Mais M. Papitamba, à ce niveau-là aussi, notre code minier pose toujours problème. Écoutez, il y a une chose que nous devons considérer. Nous sommes un pays post-conflit. Les rébellions sur notre territoire financent les guerres sur l'exploitation, sur base de l'exploitation irrégulière, sur base de l'exploitation illégale de nos minéraux. Posez-vous la question. Aujourd'hui, je ne vais pas indexer aucun parti politique. Aujourd'hui, mais je dis que vous êtes un parti politique ou vous êtes une famille politique. Vous êtes dans la rébellion, vous occupez un coin. Vous avez vos mafieux qui viennent avec vous faire l'exploitation illégale de ces minéraux, mais qui sont déjà sur le territoire congolais. Un jour, nous essayons de créer un cadre de paix où nous nous retrouvons tous ensemble. Sauf que nous avons une sorte de contrat moral avec d'autres groupes qui ont travaillé avec tout ça. Je ne parle pas de ceux-là qui étaient avec ces gens de l'autre côté. Donc le code minier ne peut qu'être évolutif. Le code minier ne peut pas être un code qui doit être la cause des conflits. Le code minier congolais doit résoudre les conflits. Donc ce qui veut dire que nous ne devons pas avoir peur et honte de les réformer à chaque fois que cela est nécessaire. Il y a des choses qui à l'époque étaient acceptées
dans un contexte politique bien précis. Aujourd'hui, nous pouvons estimer que nous avons essayé d'éponger un certain nombre de choses qui sont considérées comme étant de l'acquis. Maintenant, comment nous devons maintenant converger ou tourner ces codes-là miniers vers que cela puisse devenir productif pour notre pays davantage. Et là, maintenant, nous pouvons essayer de revoir un certain nombre de choses. Un texte est soumis, n'importe lequel est soumis à des révisions. N'importe lesquels. Vous savez, les Grecs diraient à l'époque, disaient aux sages Solon, quelle est la meilleure constitution au monde? Les sages Solon leur a répondu, dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque. Donc, ce qui voudra dire que selon que nous sommes une société congolaise en 2013, nous devons comprendre que les choses ont évolué par rapport à 2003. Donc, nous pourrions aujourd'hui commencer maintenant à envisager, parce que le chef de l'État a annoncé le 20 décembre 2012 dans son discours d'investiture que nous allons envisager des réformes dans ces secteurs de manière à ce que tout ce qui est produit en RDC soit transformé sur place. Ça va nécessiter quoi? La révision du code minier. Parce que jusque-là, nous réalisons, sur le plan de balance commerciale, nous faisons des fausses affaires. Lorsqu'on exploite des brutes, qu'on exporte, et que ces brutes est transformé, vendu même dans un marché commun, transformé sur place, c'est-à-dire là où nous les vendons, et cela nous est revendu en produit fini avec une très forte valeur ajoutée. Comment pourrions-nous envisager le développement du pays dans ce temps, de cette manière? Donc voilà que nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que notre code minier ne doit pas être révisé. Nous devons avoir la souplesse, l'humilité de reconnaître que la société congolaise a évolué. C'est une société post-conflit qui va continuer à évoluer. Nous travaillons dans un secteur très sensible parce que quand nous parlons des secteurs miniers, nous devons toujours l'associer avec des agents, des déstabilisateurs de notre pays. C'est une réalité qu'il ne faut pas éluder. Éluder cette réalité, s'il faut devenir les États-Unis d'Amérique, nous ne le sommes pas encore. La politique, c'est fait s'il faut des réalités. Voilà, lors de son discours devant les élus du peuple, sur le plan économique, toujours M. Tamba, le chef de l'État a annoncé qu'on va devoir assister à la réforme au niveau de notre système fiscal. Et ce n'est pas une première, car on en a déjà enregistré beaucoup. On peut citer la création de la DGI en 2003, on peut citer la transformation de l'OFIDA en DGIDA dans la Direction générale des douanes et axes. Autant de réformes. Quel est le résultat que ces réformes ont pu jusque-là apporter au niveau de notre assiette fiscale? Mais je refuse de croire que vous ne voyez pas ce qui s'est fait dans ces pays et ce que, par exemple, les guichets uniques a pu apporter. Mais je pense que nous devons aller au-delà. Nous devons aller au-delà, M. Katumba. Mais je vous interromps pas, M. Papi Tamba, pendant qu'on sait que plus de 10 milliards de dollars échappent à l'assiette fiscale suite au... Non, mais quand vous parlez de coulage des recettes... Justement. Le coulage des recettes, c'est un constat tiré à partir du comportement de l'homme congolais. Donc, le comportement de l'homme congolais, dans différents niveaux, dans différents secteurs, et c'est là que nous devons pas essayer de mélanger cela avec la notion des réformes. Parce que si l'homme congolais était intègre et que l'homme congolais avait une mentalité productrice pour le pays, dans le système tel qu'il est actuellement, nous ne parlons pas de coulage des recettes. Voilà pourquoi il y a une chose que nous devons savoir, les changements de mentalité ne se décrètent pas si ordonnance présidentielle. Non. C'est une prise de conscience, c'est un processus. Donc quand nous parlons maintenant des réformes, regardons maintenant au niveau des mesures phares qui peuvent être mises en place, entreprises, qu'est-ce que cela pourrait apporter au niveau du pays, en demandant à l'homme congolais d'intégrer cela dans ses valeurs. Je ne vous interromps pas toujours parlant de la fiscalité, mais on sait que l'instauration de la TVA pose toujours problème jusqu'à ce jour, parce qu'on décrit, je peux citer la FEC avait demandé qu'il y a beaucoup de difficultés pour son application jusqu'à ce jour. Non, vous savez, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui la RDC en tant qu'État a une politique fiscale, a des réformes envisagées et déjà mises en place. Mais la RDC fait aussi partie de l'OADA. Et la RDC a pris des engagements au niveau de l'OADA où il doit y avoir harmonisation de certains faits, plutôt de certains secteurs. Je vous dis par exemple, si vous allez en France, les taux de la TVA est de 19,6. Je ne sais pas si c'est encore ramené à 20,6 aujourd'hui. Bon, moi, je l'ai laissé à 19,6. 19. Voilà, 19,6. Alors que dans d'autres secteurs, dans d'autres pays,
par exemple au niveau de la restauration, au niveau du bâtiment, on avait ramené le taux de la TVA à 5,5%. Il fallait maintenant que cela puisse être uniformisé avec la France, qui fait aussi partie de l'Union européenne, où ils avaient pris des engagements communs. Ça a pris du temps pour l'intérioriser, ça a pris du temps parce que ça va nécessiter même assez que même les logiciels même du système qui est mis en place soient aussi transformés. Si ces genres d'États, des États qui ont plus grandi que nous dans cette matière, peuvent avoir certaines difficultés de mise en place par rapport à de nouvelles dispositions européennes, pour nous, la RDC, pourquoi voulions-nous toujours, pour qu'une disposition mise en place, qui doit rencontrer la culture, qui doit rencontrer la mentalité congolaise, nous voulons à tout prix à ce que les résultats soient immédiats. Parlons par exemple de la compréhension même jusqu'à ce jour de la TVA dans les chefs même, de celui même qui en est le percepteur, c'est-à-dire les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, c'est presque un percepteur bénévole de la TVA, vous le savez, pour le compte du Trésor. Alors, est-ce qu'ils comprennent tous cette notion? J'ai vu dernièrement en passant que même les comptables qui sont des gens, nos étudiants, mais des comptables qui sont ici, ils suivent des formations de remise à niveau pour mieux comprendre la notion de la TVA qu'ils ont du mal à intégrer entre la TVA qu'on doit déduire, la TVA qu'on doit verser, un certain nombre de choses. Donc, nous devons être un peu élégants, nous devons être un peu, permettez-moi de dire, c'est un peu cool, pour nous dire que voilà, nous grandissons, nous vieillissons, mais nous devons vieillir avec les rythmes de notre population. Le chef de l'État a également annoncé qu'il fera de la lutte contre l'enrichissement illicite son cheval de bataille. Mais M. Tamba s'est dit déjà entendu. Hein. Vous vous souviendrez que le chef de l'État avait dit que les portes des prisons sont ouvertes, mais jusque-là, on a assisté à passez-moi l'expression, à de laxisme dans ce sens-là. En RDC, nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Le chef de l'État a l'initiative de la politique. Il est membre d'une institution. Il chapeaute l'exécutif. Il peut aujourd'hui stimuler quelque chose de nouveau, mais au niveau de l'application, les autres institutions doivent suivre. Quand le président de la République dit que les portes de la prison seront ouvertes, le président de la République n'a aucune qualité de prendre une ordonnance pour placer quelqu'un en détention. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que tous ceux-là qui sont censés travailler dans ce secteur qui a trait avec, dans ce secteur plutôt de l'institution judiciaire, ils doivent aussi être logiques et conséquents dans leur comportement pour suivre les pas du chef de l'État. Malheureusement, si pendant qu'il y a cette volonté politique, la justice piétine, nous parlerons maintenant des vocables nous parlerons peut-être des vocables sans effet. Mais ce qui n'a pas aussi été le cas. Parce que nous devons quand même reconnaître, c'est que depuis que cela a été prononcé, on a vu des grands, dans certains délits financiers, être arrêtés et emprisonnés dans ce pays. C'est que nous n'avons jamais connu. Mais nous ne voulons pas dire que cela a été fait à un niveau tellement élevé que cela puisse être visible. Voilà pourquoi nous allons continuer à encourager les Congolais que nous sommes, notamment l'institution judiciaire, de continuer à faire son travail. Il y a la séparation des pouvoirs dans ces pays que nous devons respecter. Aujourd'hui encore, la nouvelle volonté est encore réapparue pour parler de la lutte contre la corruption avec une décision politique. La décision politique, c'est de créer carrément un conseiller spécial en cette matière et la volonté politique va jusqu'aux mesures. Parce qu'on annonce des mesures où on va étendre, non pas seulement au niveau des ministres, jusqu'au niveau des agents, des mandataires de l'État, qui puissent déclarer leur patrimoine à l'entrée comme aussi à la sortie. Ce travail peut être fait. Mais lorsqu'ils sont constitutifs, je vous dis ceci, que lorsqu'ils sont constitutifs d'infraction, lorsque cela constitue un délit, les pouvoirs exécutifs, ces jours-là, qu'on constate l'infraction, arrêtent d'être compétents. Maintenant, c'est une autre institution qui doit entrer en mouvement. Donc nous devons maintenant souhaiter qu'il puisse y avoir un effet d'entraînement pour que la volonté exprimée par les chefs de l'État, que cette volonté maintenant soit suivie par la même volonté dans les corps des magistrats. Je vous interromps pas la toute dernière question, M. Papi Tamba. Est-ce l'amélioration du climat des affaires était au centre de vos discussions? Car vous le savez, pour une fois de plus, le Congo a été classé dernier en termes de doing business, en termes de l'amélioration du climat des affaires. Il faut surtout savoir les raisons avancées pour que le Congo soit dernier. C'est dans l'analyse des raisons
que nous pourrions aujourd'hui peut-être comprendre dans quel secteur nous devons changer. Donc les raisons beaucoup plus avancées, notamment on parle de la corruption, notamment on parle par exemple de la notion de bakshish, on parle par exemple des dossiers des gens qui viennent ici dans notre pays, mais qui voudraient plutôt qu'ils sont compliqués par certains ministères. Le bradage des actifs miniers, un certain nombre de choses. Mais en même temps, il faut se poser des questions. Est-ce que toutes ces accusations sont forcément justes? Donc, il faut des garanties juridiques non, et judiciaires. est-ce que toutes ces accusations conformistes sur notre pays sont forcément justes? Si vous avez travaillé, comme ça a été mon cas, pendant des années, j'ai été apporteur d'affaires. C'est-à-dire quoi? J'ai servi des relais entre, d'une part, les pouvoirs, c'est-à-dire les décisionnaires peut-être au niveau local, et puis les investisseurs au niveau mondial. Mais je peux vous dire que les investisseurs qui viennent dans notre pays, qui rentrent aussi pour formuler certaines accusations, ne sont toujours pas de bonne foi. Il y a des gens qui viennent ici, qui subitement ils disent que voilà, pour tel besoin, ils ont besoin d'une garantie d'État. Mais cette magouille a conduit les systèmes financiers du monde où nous savons. Il y a des gens qui ont eu des garanties d'État, qu'ils ont tout simplement escomptées sans réaliser les projets. Pour parler par exemple des titres miniers, il y a des gens qui ont eu des titres miniers dans ces pays, qu'ils ont tout simplement placé, ils ont de bons rapports avec les banquiers, qu'ils ont évalué et fait certifier à leur niveau. Cela leur a permis de dégager des fonds. Avec des fonds dégagés, ils ont fait d'autres affaires que l'exploitation pour lesquelles ils devaient normalement s'y atteler pour avoir obtenu les titres miniers. Donc c'est pour dire que tant que nous les Congolais, nous serons naïfs d'avoir toujours des rapports qui viennent de l'extérieur où on parle de notre pays, là où nous sommes absents, et que nous ne voulons pas considérer que la voix de la RDC elle-même aussi peut avoir droit de citer et surtout être plus crédible devant nous les Congolais, nous continuons à accuser incessamment le pouvoir public. Donc moi, quand on parle des rapports, dans ma manière d'interpréter les rapports, je ne regarde pas les rapports, je ne suis pas impressionné. Je regarde les raisons avancées, j'essaie de les confronter avec certains faits de façon objective. C'est là que je me rendais compte que généralement on parle de notre pays comme on a envie d'en parler. Merci, M. Papitamba. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre débat du jour. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est juste essayer encore de demander aux Congolais